est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. À la une, la démolition d'habitats indignes construits illégalement à Myambani, où un important dispositif de sécurité a été déployé, mais pas sûr que les habitants soient rassurés pour autant. Ils nous diront pour quelles raisons. Des bijoux, des statuettes notamment à l'effigie de Marianne. Voilà quelques-uns des objets fabriqués par les CAP du lycée de Chirongui. Un travail d'orfèvre qui montre le savoir-faire de nos jeunes. On en parle dans ce journal. 1 million d'euros pour les Outre-mer. C'est le fonds dédié par le CNM, le Centre national de la musique, pour appuyer, soutenir la filière. On en discute avec notre invité, le président du CNM, Jean-Philippe Thiellet. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. Et direction Myambani pour commencer dans la commune de Bandélé où une cinquantaine de cases construites illégalement ont été détruites. Un soulagement pour les habitants du village qui craignent toutefois des représailles vu que le quartier informel rayé de la carte ce matin abritait, dit-on, de nombreux délinquants. Papino Zaidani, Costa Bahari et Géraldine lui. C'est sur les coups des pelleteuses que ces cases illégalement construites sont démolies en présence des différentes autorités. Une opération suivie de près par les forces de l'ordre et supervisée par leur hélicoptère. Une centaine de gendarmes mobilisés pour sécuriser la zone. Une zone réputée être une plaque tournante de trafic en tout genre. Un soulagement pour les habitants du secteur, victimes collatérales de bandes organisées. On ne peut pas être vraiment réjoui, mais il faut savoir que nous vivons ici un calvaire au quotidien. Ces délinquants nous mènent la vie dure. À Myambani, on est vandalisé, agressé, cambriolé par ces bandes qui ne respectent rien ni personne. Et même si leur squat a été détruit, nous ne sommes pas tranquilles. Connu pour abriter de nombreux délinquants qui sévissent dans les environs, ce bidonville de Myambani est aujourd'hui détruit, mais les habitants redoutent des représailles suite à ce décasage. On a vraiment peur, nous craignons être de nouveau la cible de ces malfrats. Il y a des risques qu'ils se vengent sur nous et ça fait peur. Ce sont des dangereux voyous. Ils s'attaquent souvent aux automobilistes, vandalisent leurs voitures, les agressent et dérobent leurs affaires. Ils n'ont pas d'adresse fixe et sont dangereux pour la société. Voilà pourquoi nous avons peur. L'espoir pour les habitants de la localité est que les forces de l'ordre sécurisent Myambani pour écarter tout danger. Et à noter que le dispositif de sécurité mis en place ce matin a été levé dans l'après-midi. Mais on a appris juste avant le début de ce journal que sur place, des voitures ont été caillassées. D'où le retour des gendarmes dans la zone à l'heure où l'on parle. Soyez donc prudents si vous empruntez cette portion de route. L'actualité, en bref, c'est aussi le report de l'audience concernant l'indemnisation des victimes des coupeurs de route qui en ont traumatisé plus d'un dans l'île il y a 6 ans, rappelez-vous. Selon nos informations, une vingtaine de dossiers à ce sujet n'ont pas été traités, d'où ce report. Victimes et parties civiles attendent donc une nouvelle convocation au tribunal, affaire à suivre donc. Venons-en au dernier rapport de la Cour des comptes sur les financements de l'État en Outre-mer. Et on y apprend, sans grande surprise, qu'il y a du mieux dans l'effort budgétaire du gouvernement, mais le manque d'accompagnement et d'expertise des collectivités freine aussi le développement de nos territoires. État des lieux et recommandations de la Cour des comptes avec Siti Daroussi. L'État a financé des investissements publics dans les Outre-mer depuis ces dernières années. Premier constat dans ce rapport de la Cour des comptes. La CRC nuance toutefois en expliquant que les dépenses faites sont en partie des dépenses fiscales aux entreprises par exemple et dont l'efficacité n'est pas démontrée, soulignent les sages de la CRC. Autre bémol, la persistance des inégalités, notamment à Mayotte et en Guyane, que ce soit en matière de transport, de logements sociaux ou encore d'infrastructures, et ce, malgré tous ces efforts consentis par l'État, tant que la forte croissance démographique dans ces deux départements rend difficile une situation déjà compliquée. La CRC souligne surtout la sous-consommation des crédits alloués à l'outre-mer et sur ce chapitre, elle pointe le manque d'expertise administrative dans certaines collectivités avec pour conséquence, ces dernières se retrouvent dans l'impossibilité de répondre aux dossiers pour le déblocage des fonds européens par exemple. Les magistrats de la Cour des comptes
comptes font une dizaine de recommandations. Parmi elles, la clarification des informations budgétaires qui sont transmises au Parlement, l'objectif étant d'avoir un meilleur éclairage sur les besoins réels des Outre-mer. Et place à présent au journal des élections. Et ce lundi 30 mai signe le début de la campagne officielle des législatives dans les médias. Plus que 2 semaines avant le premier tour. Vous n'allez donc pas tarder à voir fleurir, si ce n'est pas déjà fait, les affiches des candidats dans vos communes. Nous avons voulu savoir à cette occasion ce que pensaient nos étudiants de cette élection à venir, ce qu'ils en attendaient. Voici quelques réponses recueillies du côté du centre universitaire de Dembéni avec Chafanti Alibako et Assadi Razafitse. C'est important les législatives à Mayotte? Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses à Mayotte qu'il faut que ça change. Comme quoi par exemple? Comme l'insécurité, les développements. Ça ne m'a jamais intéressé, mais je ne sais pas si après je voudrais m'intéresser à la politique. Mais pour l'instant, non. Les jeunes ne s'impliquent plus dans la politique parce qu'il y a trop de mensonges qui viennent de la part des représentants. Et ils se confient plus. D'accord, donc tu ne crois pas vraiment aux candidats? Non, je ne crois pas aux candidats, mais bon, juste je vais aller voter parce que c'est l'obligation. Pour nous, les femmes, c'est très bien d'avoir une femme aux législatives. Je n'ai pas regardé tous les programmes ni tous les candidats, donc il reste à m'informer. Et place sans attendre à la suite de la minute des législatives avec vous, Miss Baoudine Bakar. Bonsoir. Bonsoir, Génial. Alors ce soir, on s'intéresse à l'année 1988 avec la dissolution de l'Assemblée nationale. Oui, tout à fait. Réélu président de la République le 8 mai, François Mitterrand nomme Michel Rocard à Matignon. Le nouveau gouvernement ne disposant pas de majorité à l'Assemblée nationale, le chef de l'État est contraint de procéder à sa dissolution. De nouvelles élections ont été organisées et Mayotte choisit à nouveau Henri Jean-Baptiste de l'Union du Centre avec 58,20% devant le candidat RPR Hassan Harouna qui avait récolté 38,31%. Et à cette époque, les thèmes de la campagne tournaient autour de la départementalisation et du développement de l'île, on va le voir. Et en 1988, Génial, le Front National avait déjà un candidat, et c'est en la personne de Hamada Abdourahmane de Chikoni. À l'époque, il avait récolté 1,41%. Et un 4e candidat en lice également, Ali Bouana, il avait 1,09%. Et avec Henri Jean-Baptiste comme député, l'idée de Mayotte département a fait son chemin. On était parti le chercher pour cela. Et de toute façon, toute autre candidature non départementaliste n'avait aucune chance. Mais à l'époque, un gouvernement de gauche et un président de gauche fait ressurgir le spectre du retour dans le giron comorien. Oui, les Mahorais restent sur leur garde, même si Michel Rocard se définissait comme étant la tête d'un gouvernement d'ouverture, une deuxième gauche réformiste et anticommuniste. Rocard jugera par la suite que l'administration de Mayotte par la France est illégale au vu des droits internationaux, mais il ne va jamais contrarier ouvertement la volonté des Mahorais. Henri Jean-Baptiste mène donc la double bataille du développement de l'île et de la départementalisation. Et pour ce dernier point, il sera soutenu par le ministre des Dom-Tom, Louis Le Pensec. Merci beaucoup, Misbah, pour la minute des législatives donc, qui revient donc, sur l'historique de cette élection. La minute des législatives à retrouver sur notre site lapremière.fr. Nous vous invitons à vous y balader pour être au fait des dernières nouvelles concernant le prochain scrutin électoral, revoir peut-être les émissions que vous avez ratées. Et en parlant d'émissions, Zakweli, demain matin en radio, 7h15 et 7h40, nous recevrons cette fois 2 candidats sans étiquette de la circonscription 1, Ismaïla Djaza et Mohamed Mouandje. Et ce sera tout aujourd'hui pour le journal des élections. On s'arrête à présent sur l'exposition artisanale que nous proposent les premières années CAP du lycée de Chirongui. Il y a 10 mois, ces élèves que vous allez voir ne connaissaient rien de la bijouterie, joaillerie. Aujourd'hui, ils exposent leurs réalisations dans leur établissement. Exposition qui met en avant l'histoire de la Révolution française, un thème inscrit dans leur programme scolaire. Hachim Saïd Hachim, Fahar Hosseini. Partis de zéro, ces élèves de première année CAP sont capables de réaliser des bijoux à partir de rien. Aujourd'hui, ils partagent leur savoir-faire avec d'autres classes. Une simple pièce de monnaie sans valeur et un bout de métal.
C'est une pièce de monnaie française avec la tête de la Marianne dessus. J'ai scié la tête de la Marianne, je l'ai embouti pour faire plus rond, pour que ça puisse passer sur le doigt là. Et puis je l'ai soudé sur une bague en laiton. Ces figurines autour de la Révolution française représentent des heures d'études et de dessin avant d'arriver à ce résultat. C'est un projet totalement atypique, hein. En fait, c'est une création de la section. C'est d'essayer de marier l'histoire révolutionnaire en l'occurrence, puisque c'est le 230e anniversaire de la Première République, et la bijouterie, puisque ici c'est une section d'enseignement professionnel. Donc on a réussi à un mariage, j'espère, heureux entre les deux matières. Un travail apprécié aujourd'hui par d'autres élèves du lycée de Tanimalandi. C'est assez impressionnant, monsieur, de voir que c'est des élèves à peu près comme nous, qui, c'est vrai, ils ont eu une autre formation que la nôtre, qui sont arrivés à ce résultat-là. Nous, vous nous donnez ça, on n'y arrive pas, on ne sait même pas comment ils ont fait. J'ai demandé comment ça a été travaillé, comment ils ont réussi à atteindre ce projet, combien de temps ça a duré, parce que c'est quand même un travail monstrueux. Et c'était assez bien réussi quand même. Durant la première année, beaucoup de techniques de travail sont abordées. On leur apprend beaucoup de compétences différentes, comme celles qu'on a vues sur cette exposition, là, de la découpe de métal, l'ajourage du métal, etc., la mise en forme, à partir de plaques beaucoup. À Mayotte, c'est beaucoup à partir de fils. C'est un travail qui est également très compliqué, mais c'est un travail qu'on voit pendant la scolarité. Un métier en transformation qu'il faut élever et conserver pour préserver l'héritage traditionnel, tout en se projetant dans des projets plus modernes. Parlons musique et de sa promotion avec la visite depuis ce week-end sur l'île du président du Centre national de la musique, Jean-Philippe Télé, notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci de votre présence. Le CNM que vous présidez annonce un plan de musique de 1 million d'euros pour les Outre-mer. Comment cela va se traduire concrètement sur le territoire et quelle enveloppe pour la filière à Mayotte? Alors, le Centre national de la musique est un établissement public de l'État. Et donc c'est un établissement public pour tous les Français. Et dès le début, dès janvier 2020, avant la crise, j'avais avec mon équipe voulu conduire une action pour les Outre-mer avec ce 1 million d'euros. Et on a élaboré en concertation avec les professionnels, y compris avec des Mahorais d'ailleurs, on a concerté ce dispositif qui pour l'instant aide à la mobilité entre les Outre-mer et avec la métropole et aide à l'utilisation de l'image en lien avec la musique sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et le troisième élément, c'est aider à diffuser la musique dans des lieux en dehors des salles, sur les places publiques, etc. Donc on a 1 million d'euros pour Ouais. tous les Outre-mer, mais selon les besoins, on sait que les besoins sont différents et que Mayotte est en grande difficulté aussi de ce niveau-là, de ce côté-là. Est-ce qu'il n'y a pas d'enveloppe bien définie? On se dit, il y a 1 million pour tout le monde et on voit où on les met. C'est ça, c'est le premier arrivé, premier servi au Centre national de la musique. Là, il y a déjà une structure à Mayotte qui a été aidée, il y en aura, j'espère, plus dans l'avenir. Ce qu'il faut, c'est avoir une licence d'entrepreneur de spectacle, donc avoir un élément de structuration. Nous, ce qu'on veut aider, c'est les entreprises, les associations qui ont une passion, mais ça doit aussi devenir des métiers qui rémunèrent les artistes, qui fait naître de l'activité, qui attire les touristes, vu qu'il y a beaucoup d'énergie à Mayotte. Et le CNM est là, non pas pour faire de la musique, mais pour aider ceux qui font de la musique. Mais justement, est-ce que vous les aidez à se structurer ou vous venez après? Non, on est là maintenant. À nouveau, le CNM a à peine 2 ans et 2 ans de crise. On va, en lien avec les collectivités territoriales, en lien aussi avec les services de l'État, la direction de la culture à Mayotte, identifier les besoins, donc mettre en place des formations, aider peut-être à la création de salles, à la rénovation des MJC, par exemple. À l'expression musicale qui existe déjà. Et donc, c'est vraiment permettre de solidifier cette filière pour que dans 2-3 ans, on voit que ça a vraiment décollé. Vous avez parlé à l'instant de création de salles. Il n'y a pas de salle de musique ici à Mayotte. Est-ce que c'est... Non, ça ne m'a pas choqué parce que je sais que Mayotte a ses traditions. Il y a une vraie tradition de la place publique, de la fête en plein air, mais il y a pas de doute. Mais ça fait aussi très longtemps que les artistes demandent une salle en bonne et due forme, comme il y en a un peu partout. Il y a en besoin France. de lieux pour répéter, il y a besoin de lieux pour enregistrer, parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas de spectacle sans pouvoir mettre des images et de la musique sur Internet, sur les réseaux sociaux. Donc il y a besoin il faut aussi aider les entreprises
qui montent des festivals. J'ai appris là pour structurer économiquement avec des mécanismes d'aide, mais qui ne sont pas que de la subvention pour faire du gratuit. Et j'ai pas de doute que toutes les potentialités sont là à Mayotte. Donc... vous êtes arrivé hier, vous repartez demain, donc vraiment une visite au pas de course. Vous êtes parti à Chiconi, à la rencontre notamment aussi hier dessus, est venu forcément d'un constat. Quel constat faites-vous par rapport à cette filière de manière générale et en particulier à Mayotte où, on le rappelle, vous n'avez eu que 2 jours pour voir le maximum de choses? Oui, ces 2 jours, mais ont été heureusement préparés par des nombreuses réunions de concertation et puis en lien avec les services de l'État qui sont au contact en permanence. Bon, d'abord, dans la crise, la crainte en métropole comme dans les collectivités d'outre-mer, c'était qu'il y ait un désastre et que des gens arrêtent de travailler, que des entreprises fassent faillite. Mayotte, c'est un économique. À nouveau, la musique est une passion, mais ça doit aussi être un métier qui rémunère, qui donne droit à des prestations sociales, peut-être demain à l'intermittence, mais avec une activité et donc des employeurs qui payent des cachets au service. Si non plus, voilà. Vous inquiétez pas, les artistes non plus. Et en métropole, c'est pareil. On est là pour aider à structurer une filière économique, mais cette visite n'est qu'une première et j'imagine qu'on va pouvoir, comme on l'a fait cet après-midi, concerter, écouter les besoins et mettre en place, j'espère, des choses qui se verront pour changer la vie des artistes mahorais. On espère aussi. Merci beaucoup. Jean-Philippe Thiellet d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle donc que vous êtes le président du CNM, le Centre National de la Musique. Et on vous attend dans un an pour faire le bilan de ce que vous nous avez dit. Merci beaucoup. Depuis quelques mois, en passant par l'aéroport, vous avez sans doute remarqué des objets, parapluies, mugs, estampillés. Marcel Séjour, plus besoin en effet d'avoir un de ses tableaux pour emporter avec soi une partie de son œuvre. Et cela grâce à une collaboration entre l'artiste peintre et le groupe 3M. Le lancement officiel de ce partenariat a eu lieu la semaine dernière à la Croisette à Mamoudzou. Darwesh Daou, Raina Liloafa et Assadi Razafiteno. Marcel Séjour et Mayotte, c'est une histoire d'amour qui s'éternise. Avec un public déjà conquis, l'heure est maintenant au choix des œuvres proposées. J'ai déjà commandé quelques-uns. Genre, je sais, il y a les parapluies, il y a les livres, on aura des serviettes, on aura plein de produits de maison qui seront dessinés dessus plutôt. Je trouve que c'est super que c'est pu aboutir. Et peut-être que ça permettra d'avoir un peu la diffusion de ces œuvres d'abord et puis aussi de Mayotte. Pour Marcel Séjour, le choix pour Mayotte ne sera jamais anodin. La grande majorité des gens n'achètent pas les tableaux. C'est cher et puis il faut connaître un petit peu, enfin bref. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que la grande majorité des gens aient ou une tasse, ou un carreau, ou un porte-clés, ou un truc avec un de mes tableaux dessus. Pour 2 raisons. D'abord parce que ça développerait ma réputation, et d'autre part parce que c'est des petites choses qui peuvent bouger facilement. Et donc c'est des petits morceaux de Mayotte. Ça c'est mon ambition, pas de fin de vie, mais de prolongement de vie. Avec un savoir-faire indéniable et son amour pour l'île au lagon depuis plus d'un demi-siècle, Marcel Séjour nous amène ainsi à travers ses toiles dans un univers extraordinaire. Celui de la vie mahoraise racontée par sa plume et son imagination incommensurable. À l'image du festival de Cannes ce week-end dans l'Hexagone, celui à Mayotte de l'image sous-marine, c'est moins de 34 films et 500 photographies étaient en compétition cette année pour la 27e édition. Chafanti Alibako, phare aussi. Primé, le public ne s'en lasse pas. Pour ce festival de l'image sous-marine, 14 prix ont été décernés dans 3 catégories, dessin, musique et film. Dans chacune de leurs catégories, les vainqueurs ont fait l'unanimité. Les films sont d'une qualité exceptionnelle. C'est superbe, c'est vraiment superbe. Vous verrez ce soir quelques extraits qui sont malheureusement, qui ne reflètent même pas la beauté des films. En photo, la qualité était tellement bonne que il y a eu d'âpres discussions. Ça a été serré. Remporter un hippocampe d'or, la cerise sur le gâteau pour les participants aux différents concours. Mais le véritable exploit reste la forte mobilisation dans différents lieux autour de l'événement. Et avant de nous quitter, je rappelle que pour des raisons de sécurité, aucun véhicule ne doit passer. Celles sont en cours. Les gendarmes conseillent de passer par Sada. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de journée, mais tout de suite la météo. On se retrouve juste après pour le journal en Mahorais. Très belle soirée à vous.